Devant le grand jury, le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Maïmouna Ndoye Seck, est l'invité de Mamoudou Ibra Kane ce dimanche. Au menu, les coupures d'électricité, la gestion de la Sénélec, la politique énergétique dans le plan Sénégal émergent, les subventions, les exigences du FMI, le pétrole découvert au Sénégal et les autres questions d'actualité. Le grand jury, Maïmouna Ndoye Seck, ministre de l'Énergie, Mamoudou Ibra Kane, dimanche, 11h-12h, sur Radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Votre émission Le Grand Jury a le plaisir de recevoir Madame Maïmouna Ndoye Seck, ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Bonjour, Madame le ministre. Bonjour, Monsieur Kane. Merci d'avoir accepté notre invitation. De par votre formation, vous êtes la première femme polytechnicienne sénégalaise sortie en 1987 de la prestigieuse école polytechnique de Thiès avec le diplôme d'ingénieur électromécanicien. Vous êtes major de votre promotion, même si vous ne voulez pas qu'on vous le rappelle, c'est aussi ça, la petite histoire. Vous êtes aussi titulaire d'un master en gestion et économie de l'énergie à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse. Vous avez débuté votre carrière professionnelle à la Société nationale d'électricité Sénélec et y avez servi plus d'une dizaine d'années en vous occupant principalement de la planification de la production et des réseaux. En 2001, vous intégrez la commission de régulation du secteur de l'énergie avant d'en devenir la présidente en 2012. Avant la présidence de la CRSE, vous avez croisé ou vous aurez dû croiser M. Karim Wade. C'est une image dans les couloirs du ministère de l'énergie puisque quand il y arrivait comme ministre, vous quittiez votre poste de directeur de cabinet. C'est vrai ça? Disons que j'ai quitté le ministère de l'énergie avant l'arrivée du ministre Karim Wade, puisque j'ai quitté le poste de directeur de cabinet en 2009 pour réintégrer la commission de régulation. Vous connaissez le plan TACAL, le fameux plan TACAL, certainement? Je connais le plan TACAL puisque tous les cadres du secteur connaissent le plan TACAL pour y avoir travaillé. Un bon plan? Un bon plan, oui, avec CETAR, puisque nous avons, tous les cadres ont travaillé depuis très longtemps sur le développement du secteur, mais les élections approchant, des contraintes structurelles, conjoncturelles ont été intégrées avec des solutions d'urgence qui coûtent cher et qui ont été réaménagées. On a parlé de 2 milliers de milliards. Quel était le chiffre exact du plan TACAL? Vous savez, moi, je me garderai toujours de parler du plan TACAL en termes de chiffres, puisqu'il y avait des investissements qui étaient prévus depuis très longtemps, comme le développement du parc de production, le développement du réseau, mais également des solutions d'urgence, comme la location, qui était intégrée. La location de barges. De groupes. Il faut peut-être dissocier, on aime bien parler de barges. C'était la location de groupes mobiles et l'acquisition de barges. C'était deux projets différents. Donc il fallait louer des groupes, installer ce qu'on a appelé les groupes conteneurisés et acquérir des barges. Je vous permets quand même de dire bonjour aux auditeurs. Oui. Bonjour M. Kane, bonjour aux auditeurs. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette invitation à cette prestigieuse émission que j'ai eu à découvrir un matin du 17 avril 2005 alors que vous recevez un directeur général de la Sénélec. Merci de la fidélité. Et si je cherche dans ma petite mémoire, ça devrait être qui? Ça devait être le directeur général Samuel Sarr. Samuel Sarr, voilà. Et depuis lors, je n'ai pas raté cette émission. Oui. Quand je suis à Dakar, en direct, et quand je suis en voyage, en différé, avec l'Internet. Donc, c'est dire toute ma joie d'être là comme invité du grand jury. Merci de la fidélité. Le grand jury n'est sûrement pas aussi prestigieux que l'école polytechnique de Thiès. En résumé, Madame le ministre, on peut dire à travers votre nomination au département de l'énergie que vous êtes la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous l'espérons en tout cas. Vous êtes ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables donc depuis septembre 2013. En termes de résultats, que pouvez-vous nous dire de l'actuelle politique énergétique? Permettez-moi, avant d'aborder la question, de souhaiter bon Ramadan à vos auditeurs, puisque nous entrons dans le Ramadan. Je pense qu'être la première
personnes invitées à votre émission durant ce mois béni, souhaiter qu'Allah exauce nos prières, nos vœux durant ce mois de Ramadan. Un Ramadan sans coupure d'électricité. C'est notre objectif, mais comme j'aime bien à le dire, le secteur de l'électricité, si je devais l'imager sans être caricatural, je dirais que c'est un enfant qui a rampé pendant longtemps et qui commence à marcher et qui naturellement de temps en temps trébuche. C'est ce qui nous arrive, mais c'est pas parce que né depuis les années 60. Oui, normalement, il a 55 ans. Un enfant qui a 55 ans et même plus, puisque l'électricité est là depuis assez longtemps. Absolument. Mais il ne faut pas oublier que nous sortons d'une situation extrêmement difficile. J'aime pas trop rentrer dans ces genres de détails techniques, mais comme je suis devant un grand jury, c'est bien quand même de rappeler d'où on vient. Parce qu'il ne faut pas oublier que durant les années 90, un nouveau paradigme est arrivé au niveau du secteur de l'énergie dans le monde, considérant le secteur de l'énergie comme un secteur marchand où les États ne devaient plus investir. Et c'est sur cette base que les partenaires avaient exigé de tous les pays la privatisation des entreprises. Face au refus du président de la République d'alors, on a été sevré d'investissement sur plus de 10 ans. Et ce n'est pas un retard qui se rattrape du jour au lendemain. Le secteur de l'énergie étant un secteur capitalistique avec des investissements très lourds, mais aussi des investissements qui prennent du temps dans la réalisation. Malheureusement, face aux échéances électorales, beaucoup de responsables sont tentés d'aller vers des solutions conjoncturelles qui coûtent très cher et qui nous empêchent d'avancer convenablement dans la mise en œuvre de la vraie politique énergétique. Durant les années 2000, nous avons plus vu de la location, de l'achat de groupes d'occasion qui peuvent certes régler les problèmes du moment, mais qui nous empêchent d'aller vers les vraies solutions. C'est avec l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir qu'on a vraiment mis sur la table des solutions structurelles, mais qui naturellement prennent du temps. Ce qui fait que de temps en temps, malgré les avancées significatives que nous constatons, de temps en temps, on a quelques difficultés dans l'approvisionnement du pays. Justement, dans le plan Sénégal émergent, puisque vous parlez du président Macky Sall, le constat qui est fait, c'est qu'en zone urbaine, on est à un taux de 90%, au plan national, autour de 54%, mais le chiffre, quand on regarde le monde rural, il est de 26% à peu près. On est quand même loin du compte dans le monde rural, si nous devions être un peu moins égoïstes en tant que citadins. Effectivement, dans le monde rural, à la fin de l'année 2014, nous sommes à 29,2% de taux d'électrification rurale. Donc seulement 200 000 ménages qui ont accès à l'électricité. Sur les millions, plus d'1 million au niveau national. C'est dire que nous avons beaucoup de chemin à faire dans l'électrification rurale. Au-delà des efforts que nous sommes en train de faire au niveau national pour garantir l'énergie en quantité et en qualité dans les zones déjà électrifiées. C'est pour cela que le plan Sénégal émergent intègre le projet Service universel à l'énergie, avec un objectif intermédiaire d'atteindre 60% de taux d'électrification en 2017. Et le programme d'urgence que nous développons pour atteindre ce taux, d'un coût de 107 milliards, permettra d'ajouter plus de 300 000 nouveaux usagers dans les zones rurales aux 200 000 qui ont aujourd'hui accès à l'électricité. Vous êtes affirmative, on atteindra ces 60% en 2017. Inch'Allah, on l'atteindra. J'attendais le Inch'Allah, oui. C'est évident. Mais est-ce que vraiment... la volonté politique est là. Oui. Les moyens peuvent être mobilisés, puisque vous savez que pendant la crise de l'électricité, le Sénégal a donné une subvention qui a atteint 125 milliards en 2011 à ceux qui ont déjà accès à l'électricité. Aujourd'hui, avec la baisse des coûts de production qui nous permettent de réduire la subvention, nous pouvons dégager les moyens nécessaires pour financer l'électrification rurale. Et tous nos partenaires sont aussi avec nous pour aller rapidement vers la mise en œuvre
de ce plan d'urgence d'électrification rurale. À combien on est aujourd'hui en termes de soutien à Sénélec? Je sais que le chiffre avait atteint 60 milliards par an. Aujourd'hui, on en est à combien? Le chiffre a atteint 125 milliards, comme j'ai déjà dit, en 2011. Oui, en 2011, mais aujourd'hui. L'année dernière, on était aux environs de 70 milliards de subventions. Cette année, nous avions mis sur le budget un montant de 60 milliards. Mais nous escomptons avoir un montant beaucoup plus faible, de l'ordre de 20 à 30 milliards, avec la baisse des coûts des produits pétroliers et les économies qui sont réalisées suite à la réhabilitation des équipements existants et à la mise en service de nouveaux équipements beaucoup plus économes en carburant. Vous le rappeliez tout à l'heure, le président Wade en 2000 a décidé de mettre fin à la privatisation avec Hydro-Québec Hélio. Ça avait coûté au moins 45 milliards à l'État du Sénégal. Mais aujourd'hui, vous, en termes de vision, par rapport à la gouvernance du sous-secteur de l'électricité, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Qu'entend-on faire de Sénélec? On va la privatiser? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous sommes en train de développer au niveau de la Sénélec une gestion privée, qui ne signifie pas privatisation forcément, puisque la privatisation n'est pas une fin en soi. Parce que ce qu'on recherche, c'est d'avoir une gestion vertueuse, saine, identique à une gestion privée. J'aime bien rappeler que l'arrivée du privé n'est pas seulement synonyme d'économie. Certes, dans la gestion, on peut économiser de l'argent, mais il faut savoir aussi que le privé attend un taux de rendement qui peut atteindre 20% dans ses investissements. Ce qui veut dire que l'un dans l'autre, ce qu'on gagne en termes d'économie dans la gestion peut être perdu dans la rentabilité qui est attendue par le privé. Donc, la privatisation pour nous n'est pas une fin en soi. Ce que nous voulons avoir, c'est une gestion saine de la Sénélec. Et c'est ce qui explique le contrat de performance qui a été signé avec l'entreprise depuis 2013. Un contrat de performance qui complète son cahier de charges, qui est suivi par la commission de régulation et qui oblige l'entreprise à faire des économies, à avoir une gestion saine. Maintenant, dans la gouvernance du secteur de façon générale, nous développons le partenariat public-privé, que ce soit au niveau de Sénélec, que ce soit au niveau de l'électrification rurale. Partenariat public-privé veut dire que dans la production, le président de la République a décidé que toutes les nouvelles installations de production seront confiées à des privés. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une demi-mesure? Mais allons-y, pourquoi ne pas privatiser Sénélec alors? Mais pourquoi privatiser totalement? C'est ça aussi la question. Puisque la Sénélec est un service public, l'électricité est un service public que nous devons garantir à tous les Sénégalais et là où ils se trouvent. À un moment donné, on a compris que la gouvernance de Sénélec va être calquée un peu sur celle un peu du secteur de l'eau, où vous avez la SDE d'un côté qui s'occupe de la distribution, SONES qui s'occupe des infrastructures. Est-ce qu'on va aller vers ce modèle-là? Je pense que comparaison n'est pas raison. Puisque je l'ai dit tantôt, le secteur de l'eau est considéré au niveau mondial comme un secteur social. Ce qui n'est pas le cas pour le secteur de l'énergie. Et la mobilisation des ressources financières, les mécanismes pour les mobiliser ne sont pas identiques. De ce fait, si nous voulons mettre toute la partie financement sur l'État, en laissant la gestion au privé, je pense qu'on va mettre sur l'État les charges en laissant les bénéfices au privé. Et ce n'est pas notre objectif. Nous voulons un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur public et le secteur privé. Où chacun prend sa part de responsabilité. D'investissement. Oui. Dans la production, que nous avons décidé de laisser au privé. C'est le privé qui mobilise ses financements, qui investit et qui vend de l'électricité à la Sénélec, avec les garanties qui sont données à l'État, par l'État, et les garanties qui sont données par la Sénélec. Maintenant, dans la gestion, la distribution, le transport, là, nous avons pour le moment une Sénélec totalement publique, mais nous n'excluons pas de l'ouvrir au privé, tout en gardant une position qui nous permette de garantir aux populations l'accès.
disons vers 2017-2018, on peut envisager d'ouvrir le capital. Mais comme je l'ai dit, tout en gardant un niveau de contrôle permettant de garantir l'accès aux populations. Très bien. Vous êtes en train de promouvoir, dites-vous, une gestion saine de Sénélec. Êtes-vous satisfaite de la gestion de l'actuel directeur général Pape Dieng, dont certains travailleurs réclament le départ? Vous savez, je me garderai de rentrer dans ce débat, mais je voudrais juste dire, sans apprécier sa méthode de gestion, que chaque personne gère avec sa personnalité. Et en tant que ministre de tutelle, on ne va pas demander, montrer au directeur général la manière de faire. Nous lui avons fixé des objectifs dans son contrat de performance. Ces objectifs sont évalués périodiquement et jusqu'à 2013, nous avons eu des résultats très intéressants. Sur 2014, nous attendons le rapport du comité qui suit ce contrat de performance avec un cabinet indépendant qui a été recruté pour regarder ce qui s'est passé en 2014. Et sur la base des résultats, nous allons apprécier de façon juste ce qu'il en est. Le sort de Pape Dieng sera scellé d'une manière ou d'une autre par ce rapport que nous attendons. Son sort sera scellé par celui qui l'a nommé et qui n'est pas obligé, oui, d'attendre un rapport pour l'enlever ou le maintenir. Puisque c'est le président qui nomme à tous les emplois civils et militaires. C'est lui qui sait pourquoi il l'avait nommé. Et le jour où il va terminer sa mission, comme nous tous, le jour où il va terminer sa mission, le président va procéder à son remplacement. Le sabre du président peut tomber à tout moment. Je rappelle que nous recevons Mme Maïmouna Ndoye Seck, ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Le chef de l'État, justement, a quand même qualifié récemment ces coupures d'inadmissibles et reconnu que les populations ne peuvent pas continuer à acheter cher l'électricité et ne pas en avoir suffisamment. N'est-ce pas là un avertissement? C'est plus que ça, puisque une des missions que le président nous a données, c'est de donner de l'énergie de façon générale. On aime bien parler de l'électricité, mais mettre à la disposition des populations de l'énergie en quantité, en qualité et à des prix accessibles. C'est ça la finalité de la politique énergétique du chef de l'État. Maintenant, comme je l'ai dit, de temps en temps, nous avons des difficultés et le président de la République est fondé de nous dire que c'est inacceptable. Surtout que c'est une bombe sociale, l'électricité. D'ailleurs, le Parti socialiste vous invite à faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure pendant le Ramadan. C'est pour vous dire. Je pense que nous tous, nous y travaillons. Autant le Parti socialiste, le pays est en danger. Autant le Parti socialiste que le Parti démocratique sénégalais et tous ceux qui ont eu à avoir géré le pouvoir savent que nous travaillons plus que tout autre à mettre l'électricité à la disposition des Sénégalais. Mais comme je l'ai dit, vu l'héritage que nous avons et notre ambition d'avoir des solutions pérennes, on peut comprendre que de temps en temps, on peut avoir des difficultés. Et le président de la République est fondé à nous avertir. Moi-même, je l'ai dit lors d'une rencontre avec les associations de consommateurs, mettant ma casquette de consommateur, qu'on ne peut pas continuer à expliquer aux usagers les causes des coupures, puisque notre mission principale, c'est de mettre l'énergie à leur disposition. La production, le transport, la distribution sont uniquement des modalités pour mettre l'électricité à leur disposition. Mais il faut qu'on prenne toutes les dispositions dans la maintenance préventive, qui a un peu pris du retard cette année, pour que, si on a de tels incidents, qu'on puisse réagir à temps. Puisque de tels incidents ne peuvent pas manquer, mais ce qui est anormal, c'est de mettre trop de temps à réagir quand un incident sur le réseau se produit. Et vous me donnez l'occasion également d'appeler les populations à respecter les emprises des lignes. Parce que souvent, quand on a des difficultés au niveau des réseaux, on ne peut pas avoir accès aux réseaux pour les réparer. Et ça, c'est un véritable problème. Je donne le cas des cités.
dans les cités, comme les allées du Centenaire, les HLM, etc., les réseaux étaient enterrés devant les maisons, et souvent il y avait des jardins. Tout le monde a construit sur ces réseaux. Ce qui fait qu'en cas d'incident, Sénélec ne peut pas accéder à ces réseaux pour faire les travaux. Mais c'est dû aussi à un État laxiste. Hein? Je ne dirais pas ça. Ah oui, je vous laisse votre appréciation. Oui. L'État est là pour surveiller, mais nous tous, nous sommes l'État. On ne peut pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque personne. Nous tous, nous constituons l'État. Et c'est à nous d'être les gardiens pour la bonne marche de la société. Alors, les populations, justement, est-ce que vous avez une bonne nouvelle pour elles? Est-ce qu'il y aura une baisse du prix de l'électricité ou plutôt une hausse? Parce que le FMI, appréciant le PSE, a dit quelque part qu'il faut mettre fin aux subventions sur l'énergie, plus particulièrement sur l'électricité. À quoi on doit s'attendre? Une hausse n'est pas à l'ordre du jour. Je le répète à tout moment. C'est niet au FMI? C'est pas le FMI. Vous savez, nous n'avons pas nous avons des relations de partenariat avec le FMI. Le FMI, la Banque mondiale, sont nos partenaires. Nous discutons sur comment faire pour que le secteur avance. J'ai dit tantôt que nous travaillons nous-mêmes à la baisse de la subvention. Une subvention est toujours une mesure conjoncturelle, n'a pas vocation à rester indéfiniment. Cela ne veut pas dire qu'on va l'enlever pour augmenter les prix. Nous travaillons à la baisse des coûts pour que les coûts soient compatibles avec les prix qui doivent être payés par les consommateurs. Le coût est actuellement de 170 francs. Était de 170 francs. Aujourd'hui, le coût tourne aux alentours de 130 francs pour un coût de prix de vente de 110, 117 francs. Pour arriver à un objectif de combien? Production, le coût de production, 70 francs. Ouais. Si on ajoute les charges de transport, les charges de fonctionnement, peut-être qu'on serait aux alentours de 100 francs à l'horizon 2017, quand on aura terminé la mise en œuvre de ce programme. Donc, et nous espérons, nous espérons logiquement baisser le prix de l'électricité quand on aura terminé la mise en œuvre de programmes d'investissement que nous sommes en train de dérouler. Pour vous mettre la pression, les Sénégalais attendent une baisse du prix de l'électricité en 2017. Si les conditions le permettent, nous allons le faire. Et je pense qu'il est même possible, avec la baisse des prix des produits pétroliers, qu'avant fin 2017, qu'on puisse atteindre cet objectif de baisse du prix de l'électricité. Alors, déclaration de M. Dien, directeur général de la Sénélec au Populaire cette semaine. La qualité du service s'est beaucoup améliorée depuis 3 ans. Le nombre d'heures de coupure moyen qui était de 900 heures en 2011 est passé à moins de 100 heures depuis 2012. Au 8 juin 2015, nous étions à 33 heures 15 minutes de coupure. Avec la mise en service des centrales et les travaux d'amélioration du réseau, nous devons nous situer dès l'année prochaine dans les 46 heures de coupure. Êtes-vous en phase avec lui? Oui, je suis en phase avec lui, mais comme je dis, ce sont des indicateurs qui doivent être pris comme tels, comme des indicateurs que tous les professionnels de l'électricité calculent, des indicateurs internes, mais comme il l'a dit, c'est un indicateur moyen. Qui dit indicateur moyen dit que certains ont des durées de coupure qui vont au-delà de ces 36 heures. Et c'est là où peut naître une incompréhension, parce que quand quelqu'un reste 36 heures sans électricité en une semaine, quand il entend 36 heures depuis le début de l'année, il peut ne pas comprendre. Mais c'est une durée moyenne de coupure, tenant compte de toute la population et de toute la demande. Mais l'évolution de la qualité des services est une réalité. Et on n'a même pas besoin de parler de ces indicateurs. Les uns et les autres savent que en 2011, le rationnement qu'on vivait en restant 10 heures sans électricité n'est plus à l'ordre du jour. Un régime averti en vaut deux, en tout cas. Je disais l'autre jour que quelqu'un me disait le président Wade a été chassé du pouvoir par l'électricité. Le président Macky Sall risque de l'être. Je dis il ne le sera pas, Inch'Allah. Inch'Allah, avec Inch'Allah, on peut mettre Dakar dans une bouteille et offrir de l'électricité tous les jours. Alors, Madame le ministre, on va quand même parler de plus généralement
de la politique énergétique pour sortir de l'électricité. Où en êtes-vous de cette politique de mix énergétique? La politique de mix énergétique est en branle. Parce que souvent on parle de mix énergétique sans bien expliquer ce que nous attendons, ce que nous entendons par mix énergétique. Nous entendons par mix énergétique avoir des capacités de production diversifiées qui nous mettront à l'abri de la tyrannie d'un seul combustible. Parce que pendant longtemps, on a exclusivement utilisé le pétrole pour produire l'électricité, ce qui a fait qu'avec la flambée des prix sur le marché international, le Sénégal a subi un grand coup au niveau du service de l'électricité. Notre politique, c'est d'avoir des centrales au charbon, d'avoir des centrales en énergie renouvelable, des centrales fonctionnant avec du gaz naturel, avec de l'hydroélectricité et avec du fioul, pour nous permettre à tout moment d'utiliser les technologies les plus adaptées. C'est cela notre politique de mix énergétique, avec un objectif de 20% d'énergie renouvelable, en termes de capacité, de 30 à 40% pour le charbon, de 20% pour l'hydroélectricité et le reste pour le pétrole. Et nous sommes bien lancés dans la mise en œuvre de ce programme, puisque nous avons déjà, le président de la République a inauguré l'extension de la centrale de Kahone dernièrement, la centrale de Boutout, la nouvelle centrale, dernièrement. Nous venons de réceptionner les machines pour la centrale de Taïba Niayes d'une capacité installée de 90 MW, devant nous permettre de garantir au niveau de cette centrale 70 MW. Les 5 alternateurs sont déjà sur le site, de même que l'un des moteurs. Les 4 autres moteurs sont au port et seront acheminés cette semaine, à partir de cette semaine, les 4 autres. Nous avons également reçu les machines de la centrale de contour global qui sera à Cap des Biches pour une puissance de 53 MW. C'est dire que d'ici la fin du premier trimestre 2016, c'est plus de 125 MW nouveaux qu'on va injecter sur le réseau. Sans compter les autres centrales qui vont suivre en 2016 et 2017. J'ai envie quand même de vous dire, et le soleil, c'est comme ça que réfléchit le Sénégalais lambda qui dit, on a énormément de soleil, pourquoi on ne va pas vers le solaire, même peut-être le tout solaire? Le tout solaire, je pense que n'est pas encore à l'ordre du jour, peut-être dans le siècle à venir, même au niveau mondial. Puisque les deux difficultés du solaire, c'est le prix d'acquisition et l'intermittence. Quand on vous dit le tout solaire, je demande quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qu'on va faire la nuit? Et comme le stockage coûte pour le moment très cher, on ne peut pas aller vers le tout solaire. Je donne souvent l'exemple des téléphones portables. Je dis quand vous changez de téléphone portable, souvent c'est parce que votre batterie est morte. C'est pas parce que il y a des problèmes avec le téléphone. C'est la même chose pour le solaire. Si on met les batteries doivent être renouvelées assez souvent et c'est ça qui fait que le coût de revient du solaire risque de coûter cher. On l'intègre généralement dans un réseau avec d'autres unités, mais pour éviter d'avoir une surcapacité qui va coûter trop cher, on limite le taux d'intégration à 20% maximum, qui est un objectif de l'Europe à l'horizon 2020. Nous l'avons à l'horizon 2017, d'avoir 20% d'énergie renouvelable, solaire et éolienne, à l'horizon 2017. Et pour cela, nous avons plusieurs centrales qui sont en développement, dont la centrale éolienne de 150 MW qui sera à Taïba Niayes, et plusieurs centrales solaires pour une capacité de 150 MW. Et ça va coûter combien à l'État en termes d'investissement? Parce que c'est des investissements très lourds. Ce sont des investissements qui seront réalisés par des privés, qui vont vendre l'électricité à Sénélec. Mais effectivement, ce sont des investissements très lourds qui seront de l'ordre de 200 à 300 milliards. Alors, l'affaire Africa Energy s'est invitée dans le débat au Sénégal il y a quelques mois, faisant état d'un gré à gré dans l'appel d'offres de 300 milliards de francs CFA en faveur de la société
américaine Africa Energy pour la construction d'une centrale électrique. Le Premier ministre était lui-même monté au créneau pour démentir tout gré à gré. Vous-même aviez déclaré qu'il n'y avait pas d'affaire Africa Energy. La question est maintenant de savoir si cette centrale électrique a été construite. Que répondez-vous? C'est une centrale qui est en développement. C'est une centrale qui sera développée par un privé. C'est pour ça que j'avais dit qu'il n'y avait pas d'affaires Africa Energy. Parce que c'est ce qui se passe pour toutes les centrales. J'ai parlé tantôt de la centrale éolienne, des centrales solaires, toutes les centrales privées qui sont en construction. C'est un privé qui va chercher son financement, qui investit et qui vend de l'électricité à Senelec sur la base d'un contrat d'achat. Ce sera à quel endroit? Ce sera à Mboro. C'est une centrale qui est prévue à Mboro pour 270 MW garantis, donc 300 MW installés. Ils sont en train de mobiliser leur financement et une fois que le closing financier est fait, c'est attendu avant la fin de cette année, la phase de construction va démarrer. Et c'est bien 300 milliards le marché? C'est bien 300 milliards que le promoteur va investir. Le marché, aucun sou ne viendra de l'État du Sénégal. L'État donne uniquement une garantie souveraine pour garantir les paiements de Senelec, les paiements d'électricité de Senelec. Aucun centime n'est financé par l'État dans ce projet. Oui, à l'image de tous les producteurs indépendants. Mais sur le marché, est-ce qu'il ne fallait pas quand même aller vers un appel d'offres qui permettra à d'autres sociétés de soumissionner et à l'État peut-être de gagner en termes de rapidité, mais aussi de coût? Vous savez, c'est surtout en termes de rapidité qu'on a fonctionné avec ce choix-là. Puisque c'était un choix ouvert. Je vous ai dit que ce n'est pas seulement avec Africa Energy qu'on a signé. Nous avons signé avec Jindal, nous avons signé avec Tobin Power, nous avons signé avec plusieurs sociétés pour avoir de l'électricité. Maintenant, je retourne à la question. Est-ce qu'on peut nous demander d'attendre qu'on fasse toute cette procédure qui peut prendre un an et demander aux Sénégalais de rester sans électricité et de continuer à payer des coûts élevés? C'est aussi une autre question que nous nous posons. Nous voulons régler les problèmes. Nous connaissons les coûts de production d'électricité dans le monde. Et c'est sur cette base que les prix ont été discutés, négociés, sous la supervision de la Commission de régulation du secteur de l'électricité qui veille aux droits des consommateurs. Donc, il n'y a rien qui s'est passé. C'est un coût intéressant qui a été négocié comparé aux autres coûts que nous avons sur le marché international. Je rappelle que l'émission Le Grand Jury de la RFM reçoit Madame Maïmouna Ndoye Seck, ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Un clin d'œil à notre stagiaire Ouri Cissé qui s'est occupé de la recherche documentaire. On parlait de Senelec pour la petite histoire. 1887, première électrification de Saint-Louis du Sénégal par l'ingénieur civil Hippolyte Vaubourg, qui était alors concessionnaire de l'éclairage de la ville. C'est pour vous dire. Alors, Madame le ministre, on va parler maintenant des prix des hydrocarbures. L'État a procédé à une baisse il n'y a pas longtemps, baisse logique et même tardive selon certains, parce qu'on a remarqué que le cours mondial du baril de pétrole n'arrêtait pas de baisser. La remarque qu'on vous fait, c'est que la baisse que le gouvernement du Sénégal a consentie est encore loin des prix pratiqués dans la sous-région. Au Mali, on vous parle de 734 francs à Bamako, alors que le Mali s'approvisionne ici. En Côte d'Ivoire, on est encore à des prix beaucoup plus bas, 675 francs après une hausse de 10% début mars 2015, alors qu'au Sénégal, pour l'essence super bien sûr, on est à 795 francs. Comment vous pouvez expliquer ce paradoxe? Mais ce n'est pas un paradoxe. La politique de prix d'un État ne peut pas être identique à la politique de prix d'un autre. Parce que dans un prix, nous avons le coût d'acquisition, nous avons les droits et taxes, nous avons les marges des opérateurs du secteur. Ce sont trois éléments. Sur les prix d'acquisition, je voudrais juste rappeler que avant qu'on aborde cette baisse, qu'on ne constate cette baisse sur le marché international,
nous avons eu à constater une hausse sur une longue période. Et pendant cette période, les prix sont restés bloqués au Sénégal. Et c'est cette politique de péréquation qui a été mise en place par le président de la République pour éviter qu'on répercute les prix du marché international sur les prix à la pompe qui nous a permis de stabiliser les prix jusqu'à fin de 2012 jusqu'à fin 2014. On a eu une période de hausse, une période suivie d'une période de baisse. Et quand on a vu qu'on pouvait baisser les prix sans remettre en cause cette politique de péréquation, une baisse importante a été opérée à la fin de l'année 2014. Une baisse conséquente, une baisse qu'on n'a jamais vue au Sénégal. On s'attend encore à une baisse. On s'attend encore à une baisse sur quelle base? Parce que cela devrait normalement vous gêner ou vous déranger en tant qu'État du Sénégal d'être le pays le plus élevé des 6 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en termes de prix de l'essence super. Mais j'aimerais bien qu'on continue la comparaison. Peut-être en enlevant la Côte d'Ivoire qui a des ressources pétrolières et qui a d'autres ressources, il faut aussi comparer les niveaux de revenus, des salaires, des États, au niveau de ces différents pays, les niveaux des infrastructures, etc. Et les taxes qui sont mises sur les produits servent à financer l'économie. C'est pour ça que je dis la politique de prix d'un État ne peut pas être identique à la politique d'un autre État. Nous avons un niveau de vie plus élevé que certains pays. Naturellement, vous allez regarder le prix en France. Vous m'avez comparé à la sous-région. Je me compare à la France. Ils sont à 1,5 €. Presque 1000 francs CFA. Donc c'est vraiment... Donc je pense que raisonnablement on doit se comparer au Mali, à la Côte d'Ivoire. Mais on se compare à eux. Mais on est légèrement plus élevé qu'eux parce que nous avons une politique de prix qui diffère. Et dans notre... Nous avons un pays, un État qui taxe beaucoup. C'est pas seulement l'État. Je vous ai parlé de la péréquation que nous avons mis. Les ressources pour subventionner le prix de l'électricité proviennent en partie du prix de l'essence. Nous avons un prix de l'électricité beaucoup plus faible au Sénégal qu'au Mali. Donc il faut voir la politique que nous mettons en œuvre de façon globale. Et chaque fois qu'on peut baisser les prix sans remettre en cause notre politique globale, nous le faisons. Mais je voudrais rappeler, pour ne pas laisser l'impression que les prix sont encore toujours en train de baisser, que vous avez constaté que sur les marchés internationaux, entre décembre, au moment de la baisse des prix au niveau local, et maintenant, le cours du baril est passé de 45 $ à 60 et quelques dollars aujourd'hui. Et en même temps, le prix du dollar s'est renchéri de façon significative. Et pourtant, tout cela n'est pas senti à la pompe. Oui. Donc l'un dans l'autre... Parce que pendant longtemps aussi, oui, vous avez profité l'un dans l'autre, de prix élevé du baril. Il faut qu'on reste globalement dans notre politique. On ne peut pas l'appliquer dans un sens et ne pas l'appliquer dans l'autre. Parlant du pétrole, la transition est toute trouvée pour parler de l'exploration pétrolière au Sénégal. Avez-vous une autre bonne nouvelle après les annonces régulières de découverte de gisements d'or noir au Sénégal? La bonne nouvelle, c'est que après la découverte au niveau du permis de Sangomar, donc au large de Sangomar, où on a découvert un important gisement de gaz et de pétrole, le promoteur qui occupe le permis de Kayar et de Saint-Louis vient de nous annoncer une découverte à confirmer, mais avec une probabilité très importante à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc c'est une découverte qui est presque certaine, puisque quand ils ont foré en Mauritanie, à 3 km de la frontière, ils ont confirmé la présence d'une grande quantité de gaz. Et comme le gisement est à cheval à la frontière, nous pensons que s'il fore au niveau du Sénégal en octobre-novembre de cette année, nous pourrons confirmer la présence d'une très importante quantité de gaz
entre le Sénégal et la Mauritanie. Justement, la compagnie pétrolière britannique Cairn Energy a dit récemment chez nos confrères du quotidien, Cairn Energy est chargé des explorations, annonce le démarrage des travaux de forage de 6 puits au dernier trimestre de 2015. Vous le confirmez? Je le confirme. Ils nous ont soumis leur programme d'évaluation, oui, puisqu'ils ont terminé l'exploration. Ils sont en train d'évaluer le gisement. Ils nous ont soumis un programme sur 3 ans qui va démarrer en 2015 avec 3 forages qui permettront de délimiter le gisement pour savoir quelles sont les quantités de pétrole contenues dans ce gisement et déterminer le caractère commercial ou non de ce gisement. Il ressort du Salon international de l'énergie et du pétrole que la production de l'or noir pourrait commencer dès 2016 ou au plus tard 2017-2018. Mais n'y a-t-il pas un excès, Madame le ministre, un excès d'optimisme quand on pense à la malédiction de l'or noir, du pétrole qui frappe certains pays producteurs? Moi, je vois la bénédiction qui frappe aussi certains pays producteurs. Nous voyons dans des pays comme les Émirats arabes unis, qui se sont beaucoup développés avec le pétrole, comme le Qatar, comme l'Arabie saoudite, etc. Mais ça suppose aussi un État très près de ses intérêts. Or, si on interroge le modèle économique aujourd'hui, l'État du Sénégal a un très faible pourcentage à travers Petrosen. Hein? Mais c'est ça qu'il faut corriger. La participation de Petrosen est une participation dans l'association qui a signé le contrat avec l'État du Sénégal. C'est combien, 10%? Et j'aimerais bien préciser cette question, ouais, parce qu'il y a une grosse confusion. Le code pétrolier demande à tout opérateur qui vient de céder gratuitement 10% des parts de la société à Petrosen. Et c'est cette société, cette association qui signe avec l'État du Sénégal. C'est 10% gratuit sans obligation financière pour Petrosen. Et quand il y a découverte, Petrosen a la possibilité de faire monter ses parts jusqu'à 20%. Mais les 10% supplémentaires, naturellement, ne sont pas gratuits. Mais en face de ça, l'État a des parts dans la production qui diffèrent de ce que Petrosen gagne dans l'association. Il y a un contrat de partage de production qui détermine les parts qui peuvent aller jusqu'à 50% sur la découverte entre l'association et l'État du Sénégal, selon la production en termes de barils par jour. Et ce sont ces 50% restants qui vont à l'association, sur lesquels Petrosen a 10%. Donc il faut ajouter la part de l'État dans la production à la part de Petrosen dans l'association pour avoir globalement ce que l'État peut gagner dans la production de pétrole. Mais il ne faut pas oublier aussi que ces investisseurs mettent beaucoup d'argent. Ils investiront peut-être 2000 milliards de francs CFA avant de commencer à produire. Donc ils vont recouvrer une partie de ces coûts avec des limitations à 75%. Donc le reste est réparti entre l'État du Sénégal et l'association opérateur Petrosen. Alors, en termes maintenant de quantité, si on fait le global de tout cela, cette manne pétrolière, elle est estimée à combien de barils? C'est ce que je disais tout à l'heure, que l'évaluation est en cours. Oui. Ils ont fait l'exploration, ils ont déterminé qu'il devait y aller avoir du pétrole, ils ont foré, ils ont confirmé qu'il y a du pétrole. Maintenant, ils vont faire les délimitations avec les forages à faire en 2015 pour savoir quelle était la quantité de pétrole contenue dans ces gisements. Cela, nous allons le connaître peut-être d'ici fin 2016-2017. Et c'est à ce moment-là, sur la base de la quantité de pétrole, qu'ils vont décider est-ce que c'est rentable d'exploiter ce pétrole ou non. Les premiers chiffres communiqués quand même faisaient état de 250 millions de barils à 2,5 milliards. C'est ça, 205. Chiffres fantaisistes ou... Non, pas du tout. Ils ont mis aussi des probabilités. 250 000 avec une probabilité de 90%, oui, et 2,5 milliards avec une probabilité de 10%. Ça, c'était leurs recherches qui leur permettaient de donner ces probabilités. En faisant l'évaluation, ils vont nous donner des chiffres concrets pour déterminer
le volume de gisement de pétrole. L'ambassadeur du Venezuela à Dakar, pays gros producteur de pétrole, prévient le gouvernement sénégalais contre les agissements de Total et Shell, ce sont ces mots, qui, dit-il, ont caché ces découvertes pour mieux perpétuer leur domination dans le secteur au Sénégal. Avez-vous tenu compte de ce sage conseil diplomatique vénézuélien? Je ne comprends pas trop ce conseil, puisque, comme je l'ai dit, le Sénégal a un système très clair défini dans son code pétrolier, avec le territoire divisé en 17 blocs qui sont attribués à des sociétés. Ces blocs sont déjà attribués à des sociétés. Le bloc de Sangomar, nous avons Kern, ConocoPhillips et Phare qui exploitent ce permis. Au nord, nous avons la société Cosmos, qui est au nord et qui a ce permis. Qui a annoncé la découverte d'un gisement de gaz. Oui. C'est cela. Donc, ce sont ces opérateurs qui vont forer, qui vont exploiter et donner au Sénégal sa part dans la production. Donc, je ne vois pas ce que Total et Shell viennent faire dans ce débat. Peut-être ce qu'il a voulu dire, tout simplement, c'est que ces sociétés avaient les informations sur la probabilité que ce pétrole puisse exister au Sénégal et qu'ils ne sont pas venus nous accompagner dans cette prospection. Voilà. Mais d'autres sont venus. Oui, mais justement, mais comme vous le savez, le pétrole, c'est une mare au caïman. Hein. Mais d'autres sont venus nous accompagner. Où les gros mangent tout de suite les petits. Hein. C'est des multinationales. Mais nous ne sommes pas si petits que ça. Nous sommes quand même un pays démocratique, avec des droits, un état de droit qui respecte ses engagements. Nous avons signé avec des sociétés aguerries, américaines, australiennes, anglaises, qui travaillent partout dans le monde. Mais très puissantes, aussi puissantes que les sociétés dans le domaine minier, par exemple. Le chef de l'État lui-même a dit récemment, l'exploitation de l'or au Sénégal profite très peu à l'État du Sénégal. Mais le secteur pétrolier a bénéficié de l'expérience du secteur minier. Dans les contrats de recherche et de partage de production, nous avons tenu compte de cet état de fait et nous sommes en train de réviser le code minier suivant les instructions du chef de l'État pour mieux garantir les intérêts du Sénégal. Mais même sur les permis que nous avons donnés aujourd'hui, il y a des garanties, des garde-fous qui ont été mis pour permettre à l'État du Sénégal d'avoir une partie de la production et ne pas seulement se limiter à des taxes comme c'était prévu dans le code des miniers qui également est en train d'être révisé. Madame le ministre, il nous reste deux petites questions. Nous allons revenir à votre école qui vous a formé, École Polytechnique de Thiès, dans un contexte où on parle de baisse du niveau du système éducatif au Sénégal. Cette école est-elle toujours prestigieuse? Vous y donnez des cours, justement. Oui, même étant ministre. Cette école est toujours prestigieuse. Étant ministre, il est difficile de continuer à donner des cours. Je l'ai fait à un moment donné. Aujourd'hui, c'est difficile de continuer de le faire. Mais c'est toujours une école très prestigieuse. Mais quand on parle de baisse de niveau, il faut aussi relativiser. Parce que certes, nous avons une baisse de façon globale, mais nous avons des étudiants très performants au Sénégal, qui sont formés au Sénégal. Donc, l'école polytechnique, l'école supérieure polytechnique, tout cela, ce sont des écoles qui forment des ingénieurs de très haut niveau encore. Et nous espérons pouvoir accompagner l'école à retrouver son lustre d'antan avec la coopération, puisque c'est une école qui avait été créée par la coopération canadienne, qui, avec son retrait, nous avons connu un petit déclin, au point où l'école a été intégrée dans l'université, mais aujourd'hui, l'école a retrouvé toute son indépendance et nous pensons, avec les accompagnements, retrouver notre lustre d'entrant qui nous permettra à nos enfants, pour qui nous payons des études très chères à l'étranger, de continuer à être formés ici au Sénégal. Nous savons ce que c'est que le retrait du Canada. Nous, journalistes, c'est un peu la même chose pour le CESTI qui a formé la plupart des journalistes au Sénégal. Dernière petite question, Madame le ministre, la politique, puisque vous en faites aujourd'hui, vous êtes ministre. Bien sûr.
vous a-t-elle corrompu, entre guillemets, ou vous restez vous-même? Je ne suis pas sûr que la politique corrompt forcément. Moi, je vois toujours le bon côté de la politique, c'est-à-dire travailler, être au service de la population. Ça, nous le faisons tous les jours. Maintenant, la politique sur le terrain, nous appuyons le président de la République pour sa réélection, comme nous l'avons toujours fait, oui. Puisque même sans être ministre, nous l'avons accompagné pendant des années et nous continuerons à le faire. Merci, Madame le ministre. Maïmouna Ndoye Seck était l'invité du grand jury et les ministres de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Abdoulaye Diop, merci pour la collaboration technique. Merci de nous avoir suivis. Merci. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain et surtout bon Ramadan.